Hey les rois, c'est Kaking. Le chapitre 391 est enfin sorti, et c'est avec enthousiasme que je me mets à l'écriture de cette vidéo analyse, ma première review Hunter x Hunter de la chaîne. Et bon sang, vu le chapitre que le maître nous a sorti, on va se régaler. Ce chapitre s'inscrit dans la continuité du précédent, nous mettant directement dans le feu de l'action. Le clan Shu a décidé, sur l'ordre du boss Onior, de lancer une attaque sur le clan Ei, et notamment de tuer Morena. C'est le début d'un conflit majeur qui sera décisif pour l'avenir du manga. Alors plongeons-nous en plein dedans. Le sous-chef du clan Shu, Inrif, avec son équipe, Lynch et Zakuro, ont commencé à s'attaquer au niveau 3 du Black Whale, sur lequel règne dans l'ombre le clan Ei. Ils ont deux missions, trouver Hisoka avant la brigade fantôme et tuer Morena Prudo, la boss du clan Ei complètement tarée. La première mission, trouver Hisoka, sera confiée à Zakuro et Lynch qui, avec leur Hatsu, vont directement se mettre à la recherche d'Hisoka dans le niveau 3. Le Hatsu de Zakuro lui permet de créer des mini-créatures à partir de son sang. Ces créatures vont alors pouvoir se mettre à la recherche d'Hisoka. Pour ce qui est du Hatsu de Lynch, elle est en capacité de forcer son adversaire à répondre aux questions, rien qu'en le frappant. Pratique pour les petites séances de torture. En tout cas, avec elle, c'est vite fait bien fait. Donc deux facultés très intéressantes pour obtenir des informations facilement. Pour rappel, les niveaux 4 et 5 ont été entièrement fouillés et quelques membres de la brigade ne le savent pas et continuent leur recherche inutilement. L'objectif est clair, avoir une longueur d'avance sur la brigade. Mais finalement, pourquoi ? En fait, les clans Shu et Sha le savent plus que n'importe qui. La brigade est dangereuse et pourrait mener le Black Whale à sa perte. Mais le clan Ei se sert de ça et cherche à mettre la brigade et les clans en opposition pour déclencher une guerre totale. Devant la menace, les clans se voient forcés de conclure une sorte d'alliance avec la brigade pour faire face au clan Ei et avoir une forme de contrôle sur la situation. Cette alliance se repose sur un objectif commun, trouver Hisoka. Mais il semble que leurs intérêts ne soient pas complètement communs. Et oui, la brigade cherche la vengeance et les clans Shu et Sha cherchent la protection et la stabilité. La menace, c'est la brigade, pas Hisoka, vous l'avez compris. Ils cherchent certainement Hisoka pour une proposition d'alliance. C'est une pièce de choix qu'ils doivent à tout prix acquérir. C'est également leur unique moyen d'écarter la brigade. De plus, la seconde menace, c'est Morena, qui leur a déclaré la guerre, en tuant de nombreux de leurs membres et en ayant quitté son appartement dans la zone VVIP du niveau 1. Appartement dans lequel elle est supposée rester pour pouvoir rester proche des autres boss de la mafia, ce qui renvoie directement à une déclaration de guerre. Le clan Shu, le premier visé, est le premier à répondre en s'infiltrant directement dans les niveaux 3 pour tenter de la trouver ainsi que de l'assassiner. C'est ce que Inrif va faire, son objectif est d'abord de localiser le QG du clan Ei et les 23 membres qui le composent, mais dans la discrétion. Et oui, vous vous en doutez, le dernier paramètre à prendre en compte, la discrétion, c'est pas forcément facile, et surtout quand on est une tête connue du monde mafieux. Contrairement au clan Shu et Sha, les membres du clan Ei sont enregistrés dans le registre des passagers en tant que civils. Les tuer les mettrait directement en conflit avec la justice, et pas sûr que l'armée de Kakin et la justice apprécient. Le boss Onior et Shanglai pourraient en payer le prix. D'ailleurs, en parlant de ces derniers, ils ont eu une entrevue que je trouve plus ou moins étrange dans le chapitre 390. En effet, une discussion bateau, voire inutile. Shanglai qui vient le consulter pour lui demander des informations sur le naine, qu'Onior dit ne pas connaître. Surprenant de sa part, surtout quand son sous-chef le maîtrise à la perfection. Et ce chapitre l'illustrera particulièrement. Bref, Onior dit globalement à Shanglai: je connais pas, je me renseignerai, mais pas le temps en ce moment en tout cas. C'est juste après l'entrevue qu'il demandera à Inrif de passer à l'attaque. Shanglai n'a obtenu aucune nouvelle information finalement, notamment sur les bêtes de naine et le rituel du goût. Il a juste été mis en attente. Pourtant, un sourire de satisfaction semble se dessiner sur son visage. Voilà, ma théorie est la suivante. Et si Shanglai était le vrai commanditaire de l'attaque ? Il aurait pu communiquer d'une autre manière, pour faire comprendre sa demande à Onior qu'il est temps d'agir. Que ce soit en langage des signes, en morse ou en discussion complètement codée, l'appartement peut totalement avoir été mis sous écoute, on ne sait jamais. Juste avant l'entrevue, celui-ci pensait la chose suivante. Un roi doit savoir user de son ombre et de sa lumière à bon escient.
Et cette guerre de succession est le terrain idéal pour exposer mon côté ténébreux. Pensez qu'il aura, après avoir conclu que sa bête de naine lui serait homicide dans le cadre de la guerre, et qu'il devrait s'en remettre complètement à son cerveau. J'en profite pour caser ma pub. J'y ai dédié une vidéo entière sur Shanglai et sa bête de naine qui va de pair avec cette nouvelle théorie. Pour gagner cette guerre, Shanglai se doit d'avoir le plus d'informations possible sur le naine, afin d'assurer sa protection et sa survie. Mais pour ce qui est du naine, il peut s'en remettre à Kurapika, pas besoin de consulter Ognor. De plus, son garde le plus proche le possède enfin. C'est un peu tard pour se poser la question, non? Effectivement, c'est pourquoi il considère que la clé de la réussite de cette guerre, c'est la compréhension des bêtes de naine et des limites qui leur sont imposées, que seul Nasubi semble connaître, expliquant la pensée de Shanglai. Tout est entre tes mains, père. Un raisonnement qu'a déjà eu Kurapika. Mais ça, on y dédiera une vidéo entière, dans laquelle on essaiera également d'expliquer la mystérieuse créature sur la cover du chapitre. Enfin non, on va tenter d'analyser ça rapidement maintenant. Le monstre avec la jarre au-dessus de la tête a le même aura que ce bon gros Nasubi, donc logiquement je pense que c'est la forme finale de sa bête de naine. Évidemment, après avoir sacrifié les 200 000 personnes et tous les princes. On sait également que les bêtes de naine sont très liées à la personnalité de leur propriétaire. Nasubi, lui, a très soif de pouvoir, et chaque fois qu'il parle des débuts de Kakin, il dit que c'était un pays tout petit et qu'au fil du temps, Kakin s'est étendu sur son territoire. Peut-être qu'il veut soumettre le monde à Kakin durant son propre règne. Et au final, c'est pour obtenir ce pouvoir-là qu'il a organisé la guerre de succession. Cette page indique clairement ses ambitions expansionnistes. Au final, sur cette page, le moment de bonheur suprême où il n'en restera qu'un. Ce fou pourrait très bien parler de lui-même. Comme promis, on analysera ça plus en détail, car ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Revenons au chapitre en question. Avec son Hatsu Biohazard, Inrigi a la capacité de transformer n'importe quel objet en animal. Grandement inspiré de Giorno Giovanna, Togashi s'inspire de Hirohiko Araki et le chapitre prend des proportions jojoesques. Des facultés complexes, de l'étrange, de l'imprévisible. Inrif et son équipe incarnent exactement tout ça. Transformer des armes en serpents, afin de modifier la trajectoire des balles et viser directement leur propriétaire. Transformer une caméra en chat, pour faire une caméra cachée parfaite et voir toutes les allées et venues. Transformer des menottes en pigeons pour pouvoir immobiliser quelqu'un sans difficulté. Son Hatsu semble n'avoir aucune limite. Mais c'est justement pour ça qu'il doit présenter des contraintes plutôt embêtantes. Ne pouvoir l'utiliser que quelques fois en même temps. Perdre de l'espérance de vie, ce qui expliquerait son teint blanchâtre et ses yeux exorbitants. Ou encore perdre ses sourcils, on sait pas. Je vous laisse directement débattre de ça en commentaire, car je suis pas du tout spécialiste en naine. En tout cas, si vous voulez mon avis, un personnage devrait apparaître avec une capacité apte à le contrer. Et pour moi, c'est clairement cette demoiselle qu'il est en train de chercher depuis 390. Je pense que c'est la sous-chef du clan Ei, et que c'est d'elle que la dernière bulle de pensée du chapitre parle. Misha serait donc son nom. Comme c'était la seule personne apte à gérer la situation selon la victime d'Inrif. Cependant, voilà. Où mènerait ce conflit ? Jusqu'où irait Inrif qui cherchait simplement à enquêter et tuer Morena ? Première possibilité, il se fait tuer et empire le conflit, permettant de mettre le clan Ei en puissance et en horreur. Sa mort pourrait être orchestrée de manière sadique à la suite d'une séance de torture en privé avec Morena ou encore Hisoka qui pourrait être l'allié de cette dernière. On avait dit qu'un de ses objectifs était sûrement de s'allier à Hisoka sous la demande de son boss, mais je le vois difficilement réussir à convaincre le clown. Cependant, est-ce que Togashi aurait vraiment introduit Inrif pour le faire tuer ? Et si c'était Zakuro et Lynch qui se faisaient capturer par le clan Ei, tandis que Inrif mène son enquête ? Il faudrait que Inrif se retrouve coincé et ne puisse plus mener son offensive pour sauver ses camarades. Pour cela, je ne vois qu'une seule méthode. L'intervention du Junichin et de Misai Storm pour l'immobiliser et le capturer. C'est cette éventualité-là que je préfère. Aussi, il ne faut pas oublier que la brigade fantôme est sur le Black Whale, notamment Hirumi et Karuto présents au niveau 3, sur le territoire du clan Ei, et surveillés par le Junichin. Enfin, j'imagine que Misai Storm ne les a pas laissés vivre leur vie sans surveillance, les leur ayant déjà donné une chambre gratos du niveau 3. Cependant, c'est bientôt à Nobunaga, Finks et Feitan d'agir en attaquant directement le clan Ei pour la tuer. Mais là encore, je verrai difficilement Morena mourir sur leur coup. Dans tous les cas, leur objectif va être de trouver la planque du clan Ei, qui donne logiquement directement accès au niveau supérieur. Notamment directement dans l'appartement 1004.
De quoi foutre la pagaille pour chercher Hisoka au niveau 1 et 2, ainsi que le grand trésor de Kakin. Néanmoins, cela m'étonnerait que cela arrive aussi vite, donc on peut imaginer une prolongation du conflit dans le temps, le clan Ei complètement gagnant. Il y a des chances qu'un des trois y passe, mais je les vois difficilement mourir de la main de quelqu'un d'autre qu'Hisoka. Ne priorisons pas l'apparition de ce dernier aussitôt, je pense qu'ils vont juste être écartés d'une autre manière, voire également capturés par le clan Ei. Tout un tas de possibilités est envisageable. J'ai ainsi très peu d'idées pour le prochain chapitre, mais soyez-en sûrs, Inrith va croiser Misha, et un combat dantesque va s'instaurer. On aura enfin l'apparition de la brigade, notamment Finks, Nobunaga et Feitan, qui croiseront peut-être le fer avec des gars du clan Ei. J'imagine bien le chapitre 392 se conclure sur l'apparition de Miss Storm face à eux, les obligeant à faire chemin arrière. C'est ce que nous verrons dans une semaine, alors d'ici là, accrochez-vous. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Je m'évertue à vous sortir de l'inédit et concevoir la plupart de mes théories par moi-même. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et on se dit rendez-vous dans 7 jours.